bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons que des gens importants. On va commencer par la femme. Pabila Overton, bonjour. Elle est importante, pourquoi? Parce qu'on est dans une période de guerre géostratégique et les questions alimentaires vont se poser, commencent déjà à se poser. Et il fallait qu'on fasse le point dessus. Je l'ai dit hier, toute cette semaine jusqu'à la fin du mois, on parlera de Caribule tous les jours. Et aujourd'hui, on reçoit M. Harry Cancel. Harry Cancel, c'est le metteur en scène guadeloupéen. Je ne sais même pas s'il avait plus d'une centaine de pièces au minimum. Et il est en train de faire quelque chose de tout à fait nouveau, puisque dans le cadre de Caribule, on a créé un concept qu'on appelle Théâtre à Bulle. Et on lui a donné une BD, on lui a dit débrouillez-vous, font une pièce théâtre avec ça. Alors, on verra le résultat le 23. Et le 16, déjà, à la Wawa, qu'on fait une lecture théâtralisée, on va en parler avec lui. On va recevoir aussi deux petits dos et avec Elodie Moulia pour parler d'un artiste qui sera bientôt ici, l'association Boukinif surtout. Camille Génouton sera avec nous parce que l'UFG est en train de se rajeunir un peu. Et il y a des manifestations organisées par l'Union des femmes guadeloupéennes. Et donc, sous les pas de Géorti, puisqu'il y a un film qui est sorti, vous le savez, récemment, avec Géorti, Archimède et Angela Davis. Et donc, ce film va être présenté dans le cadre d'une série de manifestations organisées par l'UFG. Nouvelle formule. Et puis, on va terminer par Claudie Lombion qui vient avec nous parler des financements publics, c'est très important, les clés pour les avoir, c'est dans la chronique du ZCL. Voilà un peu la liste de nos invités. Ils sont 6 personnes aujourd'hui. L'actualité, c'est Iman News, bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera des métiers d'art qui étaient à l'honneur à Pointe-à-Pitre avec une manifestation autour des parures de fibres, l'occasion de mettre à l'honneur cette créativité et le savoir-faire local. On parlera d'identité et d'innovation à travers la tradition. On évoquera aussi le clap de fin pour le Mars Bleu, le mois de sensibilisation autour du dépistage du cancer colorectal. De nombreuses manifestations ont eu lieu. On pourra faire un petit bilan à ce sujet. Il était aussi question de recrutement pour les jeunes sapeurs-pompiers. Donc, c'était une présélection qui a été organisée pour sélectionner 30 jeunes qui participeront à une formation qui dure 4 ans, l'occasion de susciter des vocations autour de ces valeurs. Et on parlera de transmission transgénérationnelle. Un débat a eu lieu sur la commune de Déé qui permettait de parler de cette dynamique familiale et des blocages conscients comme inconscients avec de nombreux intervenants. Voilà. Bien, alors on commencera par un petit peu de divertissement entre guillemets et après on viendra à des choses encore beaucoup plus sérieuses avec Pamela. Alors Harry Cancel, bonjour, merci d'être avec nous. Je disais que vous êtes un metteur en scène très connu en Guadeloupe et même au-delà, plus de, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans de carrière comme metteur en scène. Et là, on vous a mis en scène dans quelque chose d'inhabituel, d'inédit, ce que nous appelons à Caribule le théâtre à Bulle. Et vous aviez une bande dessinée que vous avez là d'ailleurs à Targul. Et avec la bande dessinée qui n'était pas une pièce de théâtre, vous devez faire une pièce de théâtre. Alors comment ça s'est passé? Merci. Vous ne m'avez pas mis en scène, vous m'avez mis en barbe. En barbe même. Ouais, absolument. En fait, 2 mots quand même sur Artagul. Oui. L'Artagul, au départ, c'est un roman écrit en 1831. Tout à fait. Et que Bruno et Nury ont transformé en BD. Et qu'on m'a demandé de transformer en plus en pièce de théâtre. Donc la dramatisation de la bande dessinée. Le problème qui se pose, c'est que dans cette bande dessinée, les images sont d'une puissance extraordinaire. Très violente, quelquefois. Violente et puis explicite et puis très, très parlante. C'est tout à fait magnifique, extraordinaire. Ça, c'est violent. Première chose. Deuxième chose, dans un texte littéraire quelconque, il y a des dessins. Oui. Et les dessins, les images, les photos servent d'illustration. On voit l'illustration de tel chapitre. Mais là, il se trouve que les dessins sont tellement puissants, tellement explicites, tellement parlants, que les quelques phrases de réplique en bulle servent d'illustration. Tout à fait. Donc l'écriture sert d'illustration. Oui. Donc il m'a fallu
transvaser les choses pour arriver à trouver des textes, à construire des textes en adéquation évidemment avec les images et la problématique globale autour de Artagul. Voilà. Alors, il faut dire aussi que cette adaptation, cette dramatisation, vous lui avez donné un nom, c'est Divignan en bon esclave. Alors, pourquoi Divignan en bon esclave? Pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Là, non, en premier temps, quand on lit, c'est Artagul ou le destin d'un esclave modèle. Oui. Un esclave, c'est quoi un esclave modèle? Il faut voir. Oui. Et donc, Divignan en bon esclave, si on monte son bon esclave, qui demain a essayé qui Jean Ikeye. Et d'ailleurs, nous que définir en voix, qui est un bon esclave. Et à travers le texte et la BD aussi, nous étonnés en l'eau de voir qui est un bon esclave. Oui. C'est à redéfinir, à refaire. Donc c'est vraiment là où que descend en substantifiquement la pièce là, en nana pièce là, où que voir qui est un bon esclave, d'après ces auteurs-là, bien sûr. Oui. Alors, le travail là, on fait là, parce que son véritable travail que vous faites, ou partie de des images et le texte, mais il faut pratiquement chambouler tout ça. Oui, chambouler, certes, mais sans toucher dimension matricielle, c'est-à-dire sans changer orientation, ni esthétique, ni objectif fondamental à hauteur, on n'a pas touché à global, mais en redit, en reformulé autrement, évidemment, puisque le théâtre en café, c'est en créé un genre spectacle total, où ni chant, musique, danse, c'est travail corps, travail voix, travail espace. Donc c'est en combinaison à tous ces trois clés là, ça, on va mettre en espace, on va mettre en voix. Et ces comédiens-là qui dit à travers corps, voix, expression, non, à pièce là. Alors, est-ce que nous pouvons dire que Guadeloupe est anisé? Non. Non? Tout d'abord, si au moment où nous posons ma question là, on demande c'est quoi la Guadeloupéanisation? Et s'il peut répondre moi que ça, pour moi, c'est une question piège. Oui. Non, parce que en fait, en mettant en créole, en mettant l'autre passage en créole, technique en point, c'est l'aide des moun aponoé, qui parlent créole, et là c'est des mounapo blancs qui parlent français, et là sont blancs qui parlent mon nègre qui parlent blanc qui parlent français, tout simplement. Donc on parle globalisé, ben on mettait en mode théâtre, théâtre total, ça on pratique théâtre total. Alors pourquoi on pose une question là, ça c'est pas d'avoir pièce ça, on joue qui joue en France pour des Français. Oui. Bon, il n'y a pas à comprendre créole, bon, pour certains. Est-ce qu'un Français qui lit bande dessinée là ça, qui connaît lui, il peut retrouver dans ça? Un, il peut retrouver, mais deux, en pas décalcatier texte là. Oui, oui. Depuis qui comprend les relations, des fois on regarde un film en anglais, mais expression, la communication verbale et communication gestuelle tellement fort. Et puis aussi ni des textes traduits en danse, traduits en communication gestuelle aussi. Donc trop souvent, en théâtre classique certes, texte là rapporté tout langage là. Tout à fait. Mais en théâtre contemporain, théâtre moderne, peut-être c'est ça qui est guadeloupéanisation aussi, en théâtre moderne, tout butin qu'a parlé. L'espace qu'a parlé, corps qu'a parlé, chant qu'a parlé, danse qu'a parlé. Musique là aussi. Absolument, chant, musique. Donc c'est ça, on a créé un spectacle total. Et un spectacle avant-gardiste, un spectacle total. C'est pas un qui dit texte. Mais alors, avant de poser une dernière question là, comment dire quand même, par rapport à tout le travail que j'ai fait assis, adaptation, dramatisation de nos pièces, ça c'est un travail qui est petit moins particulier quand même. Et singulier tout à fait, bien sûr. C'est c'est quoi qui est un bon esclave, très, très, très particulier dans le comportement du début jusqu'à la fin. Donc ça, très surprenant. Deuxième chose, effectivement, au niveau forme, c'est à peu près même mitin là, toujours mettez danse, expression corporelle, voix, pour aller vers un spectacle total. Faut pas oublier que c'était un nègre Subaru quand même. Hein? Oui, c'est ADN. C'est ADN. C'est comme ça à rouler. Donc en point livre là, et si vous voulez, en décalé, en phagocyté, en point, en mixé, pour faire sans vouloir faire, mais sans dénaturer fondal, matrice, voilà.
Donc, au là, qui voit ça et qui est content. Alors, il faut qu'on dise que avant la présentation de la pièce au MAC le 23, ce sera au MAC. C'est une séance un peu particulière, puisque c'est un one-shot pour l'instant, mais enfin, nous pouvons voir ça à l'archipel, c'est en train de négocier. Ouais. Et jeudi, il y a une lecture théâtralisée. Alors, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une lecture théâtralisée? De prime abord, une lecture théâtralisée, c'est je prends le texte, et il y a beaucoup de textes, donc je m'assieds et je mets en voix le texte. C'est-à-dire, c'est pas une lecture comme à l'école, mais une lecture théâtralisée, dramatisée. C'est une lecture où je mets en voix et je peux mettre en corps aussi. Les comédiens ont leur texte en main et ils disent leurs répliques, ils jouent avec le livre. Non, ils n'ont ni costume, ni maquillage, ils peuvent rester. Voilà. Donc, mais quand il y a un gros support textuel, quand le texte domine, c'est facile. Mais ici, le texte n'est pas dominant, c'est les images qui sont dominantes. Donc, j'ai un peu créé ou aménagé ou conceptualisé une lecture dramatisée d'une bande dessinée. D'accord. Donc, obligatoirement, il y a des supports, d'autres types de supports. Parce que le texte n'est pas dominant. Et alors que quand il y a lecture, de prime abord, il y a lecture de texte. Mais j'ai élargi la lecture à la notion de perception et de décodage. Lire, c'est pas seulement lire, parce que trop souvent, nous avons dit, on lit, faut qu'on lit, faut lire. Mais tout ça, on peut garder, on bitin, on peut décoder, on peut garder en image, c'est lire, on peut lire, on peut garder. N'importe qui bitin, on garder son forme de lecture. Donc, en basez-moi à ces principes-là, ça. Et ça, nous pouvons montrer durant 15 ou 20 de minutes, son type de lecture-là, ça. C'est-à-dire, nous pouvons lire bande dessinée là, on partit des extraits, nous pouvons lire bande dessinée là, à ces formes à lecture de texte, lecture de corps, d'expression corporelle, lecture de mimique, de gestuelle et de déplacement, de gestion de l'espace. C'est un truc un peu en adéquation avec un théâtre plus contemporain et plus moderne aussi qu'elle nous oblige à faire. Rendez-vous donc jeudi. Jeudi. 18h30, c'est ça? 18h30, ça c'est pour quand même... oui, mais monde qui veut... Là, c'est juste en avant-première. Très... En avant-goût, quoi. En avant-goût, mais un peu plus spécifique à, en tout cas, il dit, des mondes qui... La presse, surtout, si vous voulez venir. Et deuxième, maintenant, au MAC, évidemment, le spectacle au MAC, ça c'était intéressant que les gens viennent voir. Et voilà. Le rendez-vous est pris, les deux rendez-vous sont pris, donc jeudi à la Wawak à partir de 18h30 et puis le 23 sur le MAC, et je dis ça grand bonheur, il n'y aura pas beaucoup de place, donc portez manœuvre si vous êtes intéressé. On va changer de sujet, on va parler de l'actualité géopolitique du monde en ce moment. Pamela Berton se connaît depuis des années et beaucoup d'interventions déjà écrites, paroles écrites, etc. dans ces scènes, mais pas que, parce que c'est un petit peu ça ton ADN aussi. La question alimentaire. Alors, question que beaucoup de Guadeloupéens se posent. Hormuz est bloqué. On n'a pas décidé de bloquer tous les ports de l'autre côté, du côté de l'Iran. Est-ce que ça a des conséquences pour la Guadeloupe aujourd'hui, à vue de nez, comme ça? À première vue, on pourrait dire l'Iran, ça se trouve à plus de 10 000 kilomètres de chez nous. En quoi ça peut nous impacter? On peut se dire, et d'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question. Maintenant, il faut bien comprendre que le système alimentaire, il est mondialisé et que nous, en Guadeloupe, on importe plus de 82% de notre alimentation. Voilà, donc, chaque fois qu'il y a des augmentations du prix des denrées alimentaires, ça a un impact sur nous. Et aujourd'hui, plusieurs spécialistes nous le disent, ça a déjà commencé. Il faut savoir que les pays du Golfe fournissent à peu près 46% du commerce mondial du riz. Donc, c'est un engrais qui est utilisé dans l'agriculture pour faire pousser plus vite les plantes. Ils produisent également des engrais phosphatés. Et le Qatar produit du gaz qui est envoyé en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, qui font justement des engrais avec. Alors, il se trouve que les gros producteurs alimentaires, que sont le Brésil, que sont l'Inde, que sont l'Argentine et autres, dépendent beaucoup de ces engrais. Et donc, actuellement, on ne peut plus produire ces engrais. Donc, on a déjà des spécialistes qui ont déjà annoncé que les engrais vont augmenter. Aux États-Unis, le prix des engrais a bondi en un seul mois de 40% à peu près. 40% en un seul mois. Et 40% en un seul mois. Et donc, on prévoit une augmentation. Fitch Ratings avait montré qu'une prévision de 25%. Donc, forcément, nous, comme on dépend de l'extérieur, eh bien, on va être impacté puisque
les prix des engrais vont augmenter, donc forcément, ça va se répercuter sur le prix de l'alimentation. Bien sûr. Or, nous, en Guadeloupe, on a vu, et d'ailleurs, dès qu'on va faire ses courses, on voit que les prix ont fortement augmenté. Bien sûr. Depuis, on l'a vu, depuis le Covid, il y a eu beaucoup d'augmentation. La crise en Ukraine a augmenté. Et on a subi comme ça chaque année des augmentations, si bien que en décembre 2025, on avait subi encore une augmentation de 1,2%, alors qu'on avait subi des augmentations de prix de 4%. Donc, on se retrouve en Guadeloupe avec des prix des denrées alimentaires qui augmentent de plus en plus. Et nos salaires, Annie, qu'est-ce qu'ils augmentent? Ah oui. Non. Ah oui. Donc non, donc nos salaires n'augmentent pas. Et donc on se retrouve avec des produits de plus en plus chers. Et comme on se trouve en bout de ligne, on sait par exemple qu'en Guadeloupe, alors j'ai les chiffres sur les yeux, on sait qu'en Guadeloupe, par exemple, les prix de l'alimentation sont déjà 51% supérieurs à ceux de la France métropolitaine. Oui, oui. C'est déjà quand même beaucoup. Et les prix n'ont cessé d'augmenter. Même je regarde par exemple les prix de la tonne apportée. Entre 1995 et 2015, on était passé à 0,99 centimes d'euros à 1,53 €. Et donc, on a subi comme ça des hausses des fois par an de 4,2%. Alors, nous, on se retrouve en grande difficulté puisque notre alimentation, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Souvent, les gens ont pris du pain. Moi, c'est pas mon cas, mais les gens ont pris du pain, du chocolat, un croissant, confiture. Tout ça, ça vient de l'extérieur. Le midi, on va manger du riz, du poulet, qui vient de l'extérieur. Tous ces prix-là vont augmenter, ont déjà augmenté, et ça va continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Ouais. Et alors, M. Trump nous dit, le détroit d'Ormuz va réouvrir. Il se trouve que les Iraniens ont mis des bombes un peu partout dans le détroit et ils ne savent pas où elles sont. Ils n'ont pas la maîtrise de toutes ces bombes. Donc, vous imaginez bien que les assureurs, déjà, commencent à refuser d'assurer un certain nombre de bateaux. Donc, forcément, il y aura des impacts pour nous. Et, Danick, à mon grand désarroi, depuis 2008, je me rappelle, on avait fait une émission, je disais qu'on avait eu, en Guadeloupe, on a connu la crise alimentaire en 2008, on a connu le LKP, on a connu le Covid, on a connu la crise en Ukraine. Tout ça, on a vu des augmentations des prix. Est-ce que ça nous a fait changer de politique publique? Eh bien non. Et aujourd'hui, notre agriculture, on pourrait très bien se dire, les prix augmentent, pas de souci, on va consommer local. Oui. Mais pour consommer local, il faut des agriculteurs. Il faut du local. Eh bien, il faut du local, mais pour produire, il faut des agriculteurs. Oui. Or, le nombre des agriculteurs n'a cessé de diminuer. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,93% de la population guadeloupéenne qui est agricultrice, donc c'est très, très faible. Et les jeunes ont du mal à se convertir à l'agriculture. Ça vient, mais là aussi, il y a un travail de politique publique à faire. On a connu une baisse des exploitations agricoles. Le dernier recensement, on a vu qu'on a perdu à peu près un certain nombre d'exploitations agricoles. Oui. Et entre 2000 et 2010, on avait déjà perdu 36% d'exploitations agricoles. Donc ça, on a un vrai problème. Et surtout, le gros problème qu'on a, c'est que nos agriculteurs sont âgés. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, plus de 50% des exploitations sont dirigées par un agriculteur qui a plus de 55 ans. Ouais. Et un tiers par un agriculteur qui a plus de 60 ans. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 84% de nos agriculteurs, dans 10 ans, ils auront atteint l'âge légal de la retraite. Donc, ça, c'est un gros problème. Et déjà, leur retraite n'est pas très bien assurée. Elle n'est pas assurée du tout. Oui, c'est très peu, c'est 300 €, quelque chose comme ça. Ça, c'est un gros problème. Deuxième gros problème qu'on a, c'est les terres agricoles. Oui. Pour pouvoir nourrir les Guadeloupéens matin, midi et soir, on nous dit, grosso modo, il faudrait 100 000 hectares de terres agricoles. Oui. Or, aujourd'hui, notre surface agricole utile, elle est à peu près de 31 800 hectares. Ouais, donc, ça fait mêler. Oui, Ça fait mêler. Et donc, là, on a un souci. Et donc, ce n'est pas... Et moi, ça fait longtemps que, comme d'autres, on alerte. Et je regardais une vidéo qu'on a fait ensemble, ça a plus de 20 ans. Et c'est les mêmes choses. Et ça, c'est quand même attristant. Alors, on a quand même un certain nombre d'éléments de solutions, à mon sens, c'est qu'on a aussi une réserve de terres agricoles inexploitées. Oui. Et donc, on a à peu près 5595 hectares de terres inexploitées, donc surtout dans certaines communes, Rambourg, Capesterre, voilà, Port-Louis, Anse-Bertrand. Et normalement, avec une étude qu'on a fait par satellite, on voit qu'on pourrait avoir 49 000 à peu près 390 hectares de terres agricoles. Donc, on a une petite réserve, mais c'est pas les 100 000. Oui. Donc, à mon sens, il est urgent aujourd'hui de préserver nos terres agricoles. Et moi, je lance vraiment un appel à tous les maires de Guadeloupe qui viennent d'être élus. Dans vos plans locaux d'urbanisme, s'il vous plaît,
réserver des espaces de terres agricoles. Arrêtez construire chez les cases et non, c'est vrai, c'est important. Réserver et faites des zones agricoles protégées, comme ça elles seront protégées, on ne pourra pas les bétonner, parce qu'on le voit en Guadeloupe, on voit des centres commerciaux, des logements, mais quand les bateaux n'arriveront pas, quand les prix vont augmenter, nous payons manger centres commerciaux. Donc ça, c'est vraiment important. Je suis obligé de te dire ça, Pamela, il faudra que tu reviennes. Mais non, je dis ça parce que, au vu de la crise qui est en train de croître là aujourd'hui, il faudra qu'on refasse une émission très rapidement vraiment sur les prix. Et j'ai même pas parlé de l'essence aujourd'hui. Bon, pour l'instant, l'essence en nous a sorti au nord, c'est ça quoi dire pour l'instant. Donc, on prévoit un deuxième chapitre. Plaisir. Oui, non, mais tout le plaisir pour moi aussi de te retrouver. Et donc, on va en reparler. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, pour aujourd'hui. Et on prendra un mot pour... mais ne parle pas tout de suite, puisqu'on fera la conclusion après la pause qu'on prend tout de suite. Harry Cancel, merci de venir. À pas dernière fois. Pas dernière fois. En toujours quand ça, les gens qui ont bien aimé vrai, ben quand tu dis pas de dernière fois, ils vont venir, même si c'est la première fois, ils viennent. En tout cas, rendez-vous jeudi. Rendez-vous jeudi et au MAC le 23. Et Pamela, ben, très bientôt, on va se mettre d'accord pour la prochaine émission. Est-ce que je peux juste dire à notre peuple, s'il vous plaît, commencez à planter. Surtout des pois. Oui. Plantez le maximum, tous les espaces que vous pouvez, lancez les graines de giromont, toutes les graines lancées, plantez au maximum, puisqu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, la situation n'est pas prête de s'améliorer pour l'instant. Oui. Donc, plantons. Il ne faut pas y avoir planté ici bateau. Non, mais c'est Ok, on prend la pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Hello Douce et Sidoa tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà 13h04. Nos invités sont là. Elle est douce, Madame Élodie Moulia, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour, merci d'être avec nous. Artiste secrétaire adjointe de l'association Boukini et Tido. Bonjour, merci d'être là. Et je disais tout à l'heure, Camille Genouto, bonjour. L'UFG Ouenet. L'UFG est là. Elle est là, mais ça améliore. Elle est là depuis 78 ans. Depuis 78 ans, elle est là. D'accord, on en parle dans un instant. On revient à l'actu avec Iman News, puisqu'on n'a pas encore développé les titres de l'actualité. Vas-y. Oui, on va aller sur Pointe-à-Pitre où un événement s'est déroulé mettant en lumière les métiers d'art, une valorisation à travers les parures de fibres, une initiative qui a permis de voir la transformation des matières végétales en véritable œuvre artistique entre tradition, innovation et identité. Cet événement a permis de célébrer la richesse de nos ressources. On en parle avec Solène Fèvre. Au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre, nous sommes à l'événement Parure de fibres, un événement qui est inscrit dans le programme des Journées européennes des métiers d'art sur le thème cette année du cœur à l'ouvrage. C'est une journée pour célébrer en fait les métiers d'art et les fibres végétales de Guadeloupe. Les artisans montrent en fait leur travail, leur geste en fait, le geste artisanal. Et comme c'était pas possible d'aller dans les ateliers de tout le monde, je me suis dit autant créer une manifestation autour des fibres végétales pour les valoriser et surtout, comme nous sommes une association regroupant des artisans qui travaillent les fibres, c'est une manière aussi de valoriser ce qu'on fait, de montrer le processus de A à Z, de la récolte de la plante jusqu'à la fibre et de la fibre jusqu'à la création. Donc là, par exemple, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai aussi des porte-clés, et là, c'est des bracelets. Donc, tout ça, c'est avec la fibre d'atomo. Donc c'est notre façon de regarder la plante, ce qui nous montre un peu la diversité de nos richesses. Une plante n'est pas que médicinale en fait. Bon, maintenant, il y a une démonstration qui nous a fait récolte et récupérer fibre là, qui nous a extrait, et aller là, on a montré que nous a fait un code éveil. Et à partir de code là, nous avons réalisé propre bijoux en nous. Je pense que c'est très innovant
puisqu'on a l'habitude de voir les cordes toutes faites en magasin. Et là, on a l'occasion de le faire soi-même. Je pense que c'est une très bonne activité à essayer. On est en train de stresser des fils de Bacois. Et on est en train de faire un petit ruban. Et c'est vachement reposant à faire. C'est cool pour exprimer sa créativité de notre manière. Et on a une super animatrice surtout. Tout ça, c'est du Made in Guadeloupe. Forcément. Alors, la créativité locale s'exprime aussi à travers les mots et l'écriture. Et on a pu en parler déjà hier de cette édition du livre de Brother Jimmy. Mais on va revoir peut-être ce reportage fait par Loïs Laine sur Yécri Édition qui a lancé ce livre. On voit en images. L'édition, c'est une maison d'édition dédiée aux voix afro-caribéennes qui justement s'intéresse à une littérature plutôt de résistance, une littérature qui est ancrée justement dans notre culture, portée sur nos identités multiples et portée sur notre histoire. Donc c'est aussi une maison d'édition qui s'intéresse aux réflexions décoloniales, féministes, marxistes, anarchistes et qui vient d'émerger sur le territoire qu'il a vu naître, la Guadeloupe. Tout de suite, j'ai été séduit. Ils veulent mettre en avant notre culture, notre histoire. Ils veulent décoloniser les esprits. Et ça, c'est des choses qui me parlent naturellement. Il y a des choses qui sont écrites dans ce livre dont j'ai du mal à parler. C'est pour ça que j'ai écrit. Il y a des traumatismes qui m'ont suivi depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 12 ans, on va dire. Et qu'il fallait que je puisse en parler pour me soigner moi-même. Ce livre, c'est aussi une thérapie. C'est aussi un hommage à ma mère, à l'éducation qu'elle m'a donnée. C'est aussi une manière de dire merci à tous les gens qui m'ont accompagné durant mon parcours. Mais c'est aussi un moyen de dire à ceux qui rencontrent des difficultés qu'on peut se relever. Car dans ce livre, d'où le mot renaissance au pluriel, dans ce livre, il y a plusieurs renaissances parce que je parle des difficultés que j'ai rencontrées, de certains malheurs que j'ai vécus, mais à chaque fois, il a fallu se relever. Voilà, on va entrer dans le domaine de la création artistique puisque nous sommes avec le représentant de l'association Bokoni. Alors, oui, c'est ça, c'est bien Bokoni. C'est Bokoni. Attention, ça ne veut pas dire la même chose. Parce que, oui, parce que justement, je me posais la question, j'avais posé la question, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, Bokoni, ça représente, c'est l'œuf cosmique. Donc c'est un terme qu'on va retrouver quand on travaille dans les humanités classiques africaines. C'est un terme que j'ai repris d'Ibomba Rimbok, qui était là il n'y a pas longtemps. Qui était ici la semaine dernière. Oui, voilà. Donc dans le Bokoni, il y a tout. Il y a le mâle, il y a la femelle, il y a les 4 points cardinaux et il y a les 4 éléments. Donc, ce qu'on essaye de faire dans l'association, c'est de se reconnecter à tout ça, reconnecter à tout ce qu'on est en fait. Donc, l'association Bokoni, elle est placée au Gosier et on organise des événements créatifs et culturels qui valorisent justement notre patrimoine immatériel aussi en fait. On essaye de se reconnecter à ce qu'on est à travers notre environnement. Donc, il y a toujours des thématiques différentes pour les ateliers, dont celui qu'on organise. C'est quand vous le faites? C'est le dimanche 26 avril. D'accord. À partir de 13h30, et ce sera à Goyave, avec Tido. Oui, alors Tido qui là, il va nous dire un peu, il est tradithérapeute, c'est bien ça, hein? C'est ça. Bon, alors, quelle va être votre fonction dans ce qui va se passer à Goyave? Qu'est-ce qui va être ma fonction? Je dirais que je viens proposer et présenter le Cas connecté Coépi l'esprit. C'est un atelier que je propose depuis, je dirais, 3 ans, suite à la déclaration de mon auto-entreprise. Et comme vous l'avez dit, tradithérapeute, qui, je dirais que je m'identifie ainsi, suite à mon expérience culturelle, mes connaissances au niveau du prendre soin par mon diplôme infirmier, et une certaine recherche personnelle sur l'apport que notre patrimoine ancestral a au niveau de la promotion de notre santé et de la valorisation de notre identité culturelle. Et le 26 avec Bokoni, qui est un atelier
nous allons proposer cet atelier de création autour d'une reconnexion à soi, reconnaissance de soi, réveil de ses capacités, de ses ressources pour cheminer là où on a envie d'aller. Alors, les gens qui viendront vous voir, ne connaissent peut-être pas ce qu'est contradithérapeute, puisque c'est assez nouveau quand même dans le vocabulaire. Qu'est-ce que vous leur conseillez quand ils viennent vous voir? Qu'est-ce que je les conseille quand ils viennent me voir? Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? C'est déjà ce qu'ils ressentent, qu'ils viennent échanger. Moi, je suis ouvert à l'échange, aux discussions. Ah bon, quelqu'un vient et dit je suis très traumatisé parce que je prends quelque chose. Vous savez, en Guadeloupe, il y a quelque chose qu'on appelle le colorisme. C'est-à-dire que dans notre pays, malheureusement, les gens qui sont plus clairs ou plus foncés, etc., et il y a dans des familles, il y a par exemple une chabine dans la famille, et puis il y a un qui a une peau plus foncée, et celle qui a la peau plus foncée se sent quelquefois mal. Alors, si une personne comme ça vient vous voir, vous lui dites quoi? Ça commence déjà par l'acceptation de soi. L'acceptation de soi qui va après, ensuite de cette acceptation de soi, nous permettre d'identifier, de déterminer nos ressources, nos valeurs, nos forces, qui automatiquement, la personne, après son cheminement personnel, qui va lui prendre un certain temps, chacun aura son temps, va trouver en elle ses ressources, les endroits où elle se sentira à son aise, pour qu'elle puisse continuer de développer là où elle... Développer son estime de soi, par exemple? Développer son estime de soi, développer son rapport à l'autre, sa communication, apaiser ses douleurs, ses tensions, je dirais, psychiques et physiques. Un travail aussi de développement personnel, soulagement de la douleur, communication, je dirais, rapport à soi-même et avec les autres. On va dire ça. Oui, alors c'est dit, mais c'est des choses qui ne se font pas avec un claquement de doigts. C'est ça. C'est ça. Et je dirais qu'en fait, je n'apporte rien. C'est notre culture ancestrale qui nous apporte tout ça. D'accord. Notre culture ancestrale à travers ce qu'on peut appeler le gros cas. Oui. Très largement, mais pas que. Notre patrimoine culturel, à travers, vous pouvez le voir sur le t-shirt que je porte, un Guajeka qui est, je dirais, l'un des défenseurs de notre patrimoine culturel au niveau des jeux et jouets traditionnels. Où ce matin, justement, j'étais sur une animation de jouet-thérapie que M. Jean-Paul Kiko a mis en place et que, justement, nous sommes des acteurs, je dirais, de chez nous, qui, avec nos outils et nos connaissances, et les connaissances, je dirais, nous proposons ces différents ateliers, tels que la jouet-thérapie, moi de mon côté, à travers ce que j'appelle le gros cas-thérapie. Gros cas-thérapie. Voilà, qui prend en compte le cas connecté Coepi l'Esprit, qui est un atelier de méditation guidée, accompagné de nos... Je me souviens que Café faisait déjà de la groupe cas-thérapie à l'époque. Oui, il en faisait, effectivement. Oui, j'ai eu le temps de m'en inspirer, de découvrir un peu son travail. Oui. Qui était beaucoup axé sur l'utilisation des instruments pour des concerts, pour un apport, je dirais, d'une bonne vibration. Donc, dans le même élan, dans cette même approche, je propose ma part. Voilà. C'est bien. Alors, Élodie, je reviens vers vous. Alors, bon, il y aura son atelier, mais pas que. Mais justement, en fait, tout ce qu'il a dit là, c'est vraiment très pertinent et c'est exactement ce qu'on fait en fait avec l'organisation des ateliers. C'est-à-dire qu'à chaque atelier, il y a une thématique différente qui va toucher justement à notre histoire, à notre façon de nous percevoir, à la symbolique et au paradigme dans lequel on se trouve. Donc on a eu des ateliers sur... Le mois dernier, c'était sur l'homme, en fait. L'année dernière, on avait fait sur la femme. Oui. Et là, on a fait sur l'homme. Donc on a parlé d'énergie masculine, on a parlé de notre rapport avec l'homme, de l'homme dans ce qu'il est. On a déjà fait on avait une thématique sur la géométrie sacrée. On avait une thématique sur le vaudou. En février, on était venu chez vous. On avait une thématique sur le mas. Donc, toutes les thématiques qu'on va aborder sont vraiment, visent vraiment à nous rechouquer, je peux dire ça, oui, à nous réancrer dans tout ce qui fait ce que nous sommes. Et l'atelier créatif, ça nous permet d'exprimer, même si on n'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais je ne sais pas dessiner ». C'est pas grave. On est là soit pour passer un moment et récupérer les énergies qui traversent, soit pour aller en fait
vers cet élan créatif, parce que c'est quand même en mettant la main à la pâte qu'on absorbe et qu'on intègre les choses. Donc, tout ce qu'il a dit là, c'est vraiment, on parlait de chemin, de thérapie. Le dessin aussi, c'est une thérapie. La peinture, c'est une thérapie. Et le fait d'être dans un cadre qui permette la création, même sans créer, c'est déjà entrer dans un processus de transformation. Donc, nous, on pose le cadre avec les thématiques différentes. Et c'est celui qui vient, qui va faire son atelier, qui va vivre l'instant présent et transformer ça en quelque chose, qui peut le transformer tout de suite avec les ateliers graphiques qu'on propose, ou qui va garder l'énergie et partir avec chez lui. Donc souvent, on a un groupe WhatsApp. Avant l'événement, généralement, voilà, on échange sur la thématique, on s'envoie des vidéos, on s'envoie des photos, on discute. Et même les gens qui ne viennent pas profitent quand même des échanges qu'on a eus sur la thématique. Oui. Et vous avez le sentiment qu'il y a quand même une progression chez les gens qui viennent pour la première fois et après ils partent mieux. Si vous saviez, des gens qui me disaient « je ne sais pas dessiner » ou des gens qui venaient, il y en a qui sont venus 2, 3 fois, 4 fois, qui ne faisaient rien, qui ne dessinaient rien. Et puis après, ils m'envoient une photo sur WhatsApp des choses qu'ils arrivent à faire juste parce que ils ont eu confiance, en fait. Ils ont dit, mais un tel fait, moi aussi je peux faire. Et en fait, le cheminement se fait non seulement à la maison par le créatif, mais en plus, ça montre qu'on peut faire autre chose. Donc, des gens qui commencent à dessiner, ils se lancent dans d'autres activités par le simple fait qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir de faire. Et c'est, voilà, si on a le pouvoir de créer, de faire un petit dessin, je peux faire plein de choses. Et c'est ça qu'on essaie de Alors, le 26, préciser le lieu. Le lieu, c'est au domaine des sources, à Goyave. À 13h30. À partir de À partir de 13h30, dimanche 26 avril. 13h30 à 17h. À 17h. Il faut s'inscrire ou bien on vient? Il faut s'inscrire. Oui. Donc, vous pouvez me contacter directement au 06 90 530 330. 06 90 530 530 330. 330. Après, si vous consultez notre Instagram, on a un Instagram. Alors, c'est By Bokoni, donc B-Y B-O-K-O-N-I. Voilà, et quand on va là-dessus, on retrouve, parce qu'on a plusieurs activités, on fait les ateliers créatifs qui s'appelle Create and Chill by Bokoni, et on a aussi une activité de traiteur, Bokito by Bokoni. Donc quand on va sur l'Instagram... Pardon? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on mange des bokites, mais on mange aussi des soupes, des crêpes, enfin, toujours avec, on essaye au maximum d'intégrer des recettes d'ici et d'utiliser des aliments d'ici avec les agriculteurs et les fabricants d'ici. Donc, on avait organisé Bokito Party en décembre. Et donc, on avait aussi utilisé de la farine de fouille à pain pour faire les bokites. Oui. Ah ben oui. Et c'était c'était une collègue qui fait de la farine, entre autres, et qui nous a fourni pour cet événement-là. Donc, on essaye de lui emmener. Donc, le 26, il y aura des bokites de fouille à pain? Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre. Si on a le droit, on amène. Comme c'est... Voilà. On essaye de faire en sorte que que ce qu'on va manger soit en accord avec ce qu'on... Comme il y a de la méditation, je ne sais pas si l'huile va bien descendre. Donc, on essaye d'être... cohérent quand on présente un projet. Donc, ça va aussi jusqu'à ce qu'on va manger. Non, mais c'est un beau projet et c'est intéressant. Alors, est-ce que ça s'adresse à des jeunes, des seniors ou à tout le monde? À tout le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est Après, j'avoue que la thématique du mois dernier, c'était interdit au moins de 18 ans. C'était quoi? C'était sur l'homme. Donc, il y avait tout. On a parlé de tout en profondeur. Voilà. Bien, mais sinon, les thématiques sont ouvertes. Bien, là, pour cette fois, c'est pour tout âge. Donc, on a noté pour le 26. Et je rappelle mon téléphone 06 90 530 330. Si vous voulez vous inscrire auprès de Elodie ou bien auprès de Tido. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça. On change de sujet puisqu'on va parler de l'association L'Union des femmes guadeloupéennes.
Elle a dit tout à l'heure, oui, on a parlé des hommes et on a parlé des femmes chez vous. Oui, Oui. oui, en profondeur aussi. En profondeur aussi. Oui, Bon, oui. alors, merci Camille d'être là. Sous les traces de Gertie. Oui. Exactement. Alors, pour revenir tout à l'heure, M. Zandonis, vous m'avez demandé si l'Union des femmes était encore là. Non, c'est pas ce que je dis. Est-ce que l'Union des femmes était en train de se réactiver un petit peu? Voilà, donc on peut dire qu'on se renouvelle, on se réactive si vous voulez, mais nous qu'on roseau, nous qu'à plier, mais nous pas qu'à casser. Voilà. C'est Gertie qui avait créé l'UFJ, il faut le dire. Pardon? C'est Gertie qui avait créé l'UFJ. Oui, alors c'est une organisation qu'elle a fondée en 1948 avec d'autres femmes pionnières comme elle. Et cette organisation est devenue Union des femmes guadeloupéennes en 1958. Au départ, c'était une fédération guadeloupéenne de l'Union des femmes françaises. Voilà. Et depuis 1958, l'Union des femmes guadeloupéennes. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer ces jours-ci Alors là, justement, nous invitons les Guadeloupéens, toutes générations confondues, à voter comme matrité, à venir rejoindre l'Union des femmes sur les pas de Gertie. Alors, cette année, ça fera 46 ans que Gertie Archimède est morte, le 15 août. 46 ans, et pourtant, elle reste un modèle dont rien ne vient ternir le nom. Gertie, première femme avocate inscrite au barreau de la Guadeloupe. Gertie, maintenant on dit humaniste, mais c'était une militante communiste, donc élue sous l'étiquette du PCG, donc elle a été élue conseiller général, à l'époque on disait conseiller général. Ce fut la première femme guadeloupéenne, je dis bien guadeloupéenne, députée. Alors il y a une petite polémique là-dessus, mais nous on est sans polémique et on dit que Gertie Archimède c'était bien la première guadeloupéenne, femme députée. Ensuite, elle a été aussi maire à Basse-Terre. Donc, on a de quoi découvrir la vie de cette femme qui, en réalité, avait plusieurs vies. Elle était membre du mouvement de la paix. Elle a été donc à l'initiation de notre organisation et donc nous lui devons vraiment ce devoir d'hommage, de parler d'elle, de la célébrer, de la partager avec les Guadeloupéens parce que c'était une Guadeloupéenne profondément ancrée dans son pays. On peut dire que elle est devenue une légende en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des témoins de la vie de Gertie. Et depuis quelques années, avec plus ou moins de régularité, l'UFG organise en collaboration avec d'autres organisations, d'autres personnes, ce devoir de commémoration. Et cette année, nous allons l'organiser effectivement en 3 temps. Voilà. Donc... Mais juste pour vérifier, parce que est-ce que les jeunes femmes connaissent Gertie? Parce que je pose la question à Elodie, est-ce que vous connaissez Gertie Archimède? Je connais Gertie Archimède. Oui, quand même. Quand même, je ne suis pas si jeune que ça. Hein. Ouais. Oui, je connais. D'accord. Alors, justement, il faudrait que son nom se perpétue. C'est vrai qu'il y a plein de bâtiments, de rues, de boulevards, de places éponymes. Oui. Mais ce qu'elle était pour elle-même, les valeurs qu'elle défendait, c'est tout ça que l'UFG veut mettre en exergue. Voilà. Donc nous vous invitons à venir suivre avec nous les pas de Gertie. Voilà. Donc nos manifestations vont s'étaler sur 3 jours. Oui. Voilà. Alors ça commence quand? Alors ça commence demain déjà. Dès demain? Dès demain. Oui. Mercredi 15 avril. Oui. Nous donnons rendez-vous aux Guadeloupéens au Centre culturel Sonis à 17h. Donc on dit bien 17h parce qu'en fait il y aura une projection et c'est un documentaire qui va durer 52 minutes et il faut qu'après on puisse débattre un peu avec les producteurs. Alors on a la chance d'avoir tous les producteurs de A à Z. Et on de A à Z. On aura Pascal Archimède et Dimitri Zandonis qui nous font vraiment la grande amabilité
de venir présenter avec nous ce documentaire et de répondre aux questions du public. Et puis nous remercions aussi la direction du centre Sonis pour la technique, etc. Alors ça, c'est le premier jour. Ça, c'est le premier jour, c'est demain 17h. Le deuxième événement, c'est samedi 25. Donc, en collaboration avec le Cercle Géantien Archimède et son président, M. Bernos, là, nous proposons ce qu'on a appelé une déambulation mémorielle dans les rues de Basse-Terre. C'est-à-dire qu'on partirait de la mairie, en passant par la maison-musée de Géanty. Donc, elle a une maison-musée à son nom à Basse-Terre, qui a reçu d'ailleurs le label Maison des Illustres. Hein. C'est un label. Ça, la rue Maurice-Marie-Claire. Exactement. Au numéro, ce qu'on appelait avant voilà. La rue du Sabbat. Voilà. Et donc, nous irons à travers d'autres rues de Basse-Terre. Alors, moi, je ne suis pas basse-terrienne, mais je connais un petit peu l'itinéraire, la rue du Cour-Olivos, etc. Voilà. Et on finit la promenade, la balade sur le boulevard, devant la statue, face à la ville. Et on déposera des fleurs en sa mémoire. Et le troisième temps fort? Et le troisième temps fort, donc ce sera le lendemain, dimanche 26, jour de l'anniversaire de naissance de Géantien Archimède. Nous aurons un moment d'hommage et de recueillement sur la place qui porte son nom, à Morne-à-l'Eau. Rendez-vous à partir de 10h. Voilà. Alors, Géantien Archimède n'a pas laissé d'œuvres, de livres, tout. Alors, il y a Géantien Archimède, Fleurs et perles de Guadeloupe. C'est un ouvrage de Lucie Julia, oui. Qui a bien connu, qui était intime avec Géantien Archimède. Cet ouvrage a par ailleurs été mis en scène par Madame Eliane Arnel-Cancel. Oui. Ensuite, il y a eu aussi un film de Mariette Montpierre, Géantien Femme d'exception. Aussi. Voilà. Et ce dernier documentaire qui est tout frais, tout chaud, qui sort là. Voilà. Ouais. Qu'on aura la chance de voir avec les producteurs. Ça veut dire quand même que l'UFG est en train de, de bouger un petit peu plus. Voilà, on bouge. Enfin, alors, on bouge à hauteur de nos moyens. Hein. Oui. On n'est pas dans la concurrence avec les autres. On est pionnière, je vous ai dit, depuis 1948. On accueille les autres associations de femmes comme des petites sœurs. Et on collabore avec tout le monde. Voilà. Le mois dernier, sur ce plateau, je pense, Monsieur Zandroudis, vous vous souvenez de la présence de notre présidente. Oui, voilà, Ketty Couriol-Lombion, qui était venue présenter la manifestation qu'on faisait un peu en amont de la Journée internationale des femmes, puisqu'il y avait les élections, voilà, donc on avait décalé un peu la date. Juste une dernière question quand même. Il n'y a rien de prévu pour Monsieur Gênes? Alors, là, je ne suis pas là au nom du COMEG. Voilà. Je suis là bien au nom de l'Union des femmes guadeloupéennes. Voilà. Donc, rien pour M. Gênes, pour le COMEG aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est l'Union des femmes guadeloupéennes sur les pas de Géanty et elle invite la plus grande partie des Guadeloupéens à venir nous rejoindre parce que l'émancipation, c'est un combat sans fin. Et notre slogan, c'est « En nous continualité pour clairer chemin à la vie ». Voilà. Alors, donc, 3 temps forts. Hein. Alors, premier temps, dès demain, oui. Diffusion du film et débat. Projection du film, oui. Débat. Dimanche, samedi 25. Déambulation. Voilà, déambulation mémorielle dans les rues de Basse-Terre. Oui. Et dimanche 26, hommage et dépôt de fleurs sur la place Géantien Archimède. Pareil, Élodie rappelle la manifestation. Alors, Criaten Chilbay Boconi, qui a connecté corps et puis l'esprit, ce sera le dimanche 26 avril, de 13h30 à 17h à Goyave. Et pour les inscriptions, c'est le 06 90 530 330. Et on dit précise qu'on pourra manger sur place. Oui, il y aura pas beaucoup de fruits à pain, mais je peux même donner la programmation, si vous voulez. Oui. Alors, ça va commencer par une présentation, voilà. Ensuite, il y aura un rechoucage. En fait, c'est une méditation. Rechoucage avec Tido. Ensuite, on va passer à un beau cantage et à l'atelier graphique. Et pour finir, la collation. Et comme ça sera au bord de la rivière, donc ceux qui veulent peuvent se baigner, passer du temps au bord de la rivière. D'accord.
Voilà. Ok, bon, c'est dit. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Tido, merci Madame Houton, Jeanne Houton, et merci Elodie, et puis continuez. Oui, merci. À mon lit, quand même dit. Bon, voilà, il est déjà 13h et oh là là, ça avance, 32. Dans un instant, on va recevoir Madame Lombion, mais Claudie, hein, celle-là. C'est une autre. Oui. D'accord, à tout à l'heure. Fille de Jean-Claude. – 13h37, Claudie Lombion est déjà là, bonjour. Bonjour. On parlera de quoi dans un instant? Alors, on va parler des appels à projets pour les associations. Ah, ça intéresse tout le monde. Ah, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Elle a fait exprès. On revient à l'actualité d'abord. Après, on parlera des associations, Voilà. de leur financement. Oui, oui. Ah non, mais la chronique est là. Hein. Voilà, si vous avez une association, je vous conseille de rester attentif, véatif et enregistrer ce qui va être dit dans un instant par Claudie. C'est parti pour les infos avec Iman News. Oui, on va parler du clap de fin de Mars Bleu, donc un mois dédié à la sensibilisation du dépistage du cancer colorectal. Donc, au-delà de cette campagne, c'est une mobilisation qui continue pour informer et sensibiliser la population à toute forme de cancer. Pendant tout ce mois, différentes activités et actions ont été mises en place. Marches, réunions avec les professionnels et des défis connectés. Un enjeu de santé publique où la prévention reste essentielle. On en parle avec Vianney Valverde. Le mois de mars, c'est le mois qu'on appelle Mars Bleu. C'est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du côlon, excusez-moi. Donc, c'était un mois, tout le mois, on essaie de sensibiliser maximum la population pour les personnes âgées de 50 ans à 74 ans face au dépistage. Donc, on a commencé le mois de mars avec la marche bleue. Donc, c'était le premier jour, ça tombait un dimanche, donc c'était le 1er mars. Nous avons une marche qui a réuni à peu près une centaine de personnes. Nous avons continué avec des manifestations avec les prestataires, la Ligue contre le cancer, le Phoenix. On a fait des réunions aussi avec les professionnels de santé pour les sensibiliser. On a eu donc le défi connecté qui réunissait plusieurs centaines de participants en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes là pour remettre les prix aux gagnants. Alors, c'est une très belle initiative. On peut retrouver une cohésion d'équipe. On a pu vraiment se dépasser, se surpasser, puisqu'il nous fallait faire 20 000 pas par jour. Et les pas que nous avons faits ont été transformés en bonus et nous avons pu soutenir de manière financière des associations. Alors, c'est des stands qu'on a voulu un peu pour égayer la manifestation. Donc, on a la Ligue contre le cancer qui œuvre pour aider les personnes qui ont un cancer à mener à bien vivre avec ce cancer. On a Phoenix aussi qui est dans la même logique. On a au fond avec Manger en conscience. Donc, on sait que pour éviter le cancer du côlon, manger sainement, c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce stand. Et on a aussi le centre du CRCDC qui propose les différents dépistages qu'on fait pour permettre le dépistage du cancer, le dépistage du cancer du côlon, du sein et de l'utérus. Alors, faites-vous dépister. Donc, il y a un dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de plus de 50 ans. Mais il est important que vous soyez acteur de votre santé. Et venez avec nous, là, on vous attend en mars prochain pour marcher pour cette cause et soutenir les personnes atteintes du cancer. Et du coup, pardon. Voilà, il est l'heure de passer à la chronique que tout le monde attend. Si vous êtes membre d'une association, vous voulez savoir un peu plus sur les financements, écoutez, pas débrancher. Générique pour Claudie.
Voilà, eh bien, c'est important pour les membres des associations dont Iman fait pour eux. Et elle prend son crayon et sa feuille blanche et elle va prendre des notes. Bien. Bonjour Claudie, alors. Bonjour David, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et du 7 Je disais que c'est important quand même parce qu'il y a beaucoup d'associations. Tout à fait. Le monde associatif est très riche en Guadeloupe. Exactement. Très riche de création, mais riche pauvre en moyens quelquefois. C'est ça, c'est ça. Alors, on attend tes conseils. Exactement. Ben, aujourd'hui, on va parler méthodo, en fait. On va changer un petit peu de perspective. Depuis le début de la saison, je vous ai exposé un gros panel de financement public, européen, régional, pour tout type de profils, dont les associations. Et dans cette deuxième phase de la saison, on va alterner un petit peu entre des subventions, des financements publics de différentes natures, mais on va parler aussi méthodologique. C'est-à-dire qu'on va changer un petit peu, on va être dans on a vu le quoi financer, les montants, les subventions, etc. Maintenant, on va aller dans le comment réussir à être financé. Et on va vraiment commencer par un sujet central. Donc, j'ai choisi pour débuter ce nouveau temps de cette chronique sur les réponses aux appels à projets. C'est une vraie problématique. Comme tu le disais, le tissu associatif guadeloupéen est extrêmement dense et de manière globale, même sur l'ensemble des Outre-mer. Mais il y a une vraie problématique en fait de compétences, d'accès aux subventions qui sont à disposition, mais de méthodologie et surtout de rendre compte. Donc, on va voir un petit peu. Ça reste du financement public et il faut que cette montée en compétences au niveau associatif. Parce que souvent, des demandes, les dossiers sont refusés. Tout à fait. J'ai fait un dossier, j'ai rempli plein de papiers et finalement, ça n'aboutit à rien. Tout à fait, vraiment. De nombreuses associations passent à côté, on va le voir dans le premier slide, pas par manque d'idées, d'engagement, puisque le tissu associatif, c'est aussi le poumon sociétal d'engagement et de bénévolat, mais par manque surtout de structuration, puisqu'il existe aussi des appels à projets qui permettent de mobiliser des financements publics pour le fonctionnement, mais aussi pour le financement d'opérations. Donc, pareil, comme pour les entreprises ou les institutions, des aides d'investissement pour structurer les projets associatifs. Donc, vraiment, cette dynamique qui fait qu'un dossier est refusé. Et la réalité, c'est que on a souvent un projet qui est mal positionné. Donc, on a identifié un appel à projet, on n'était tout simplement pas éligible, qui n'était pas du tout fait pour soi. Donc, une inadéquation entre la proposition de l'association et l'appel à projet. Un manque de lisibilité, on ne sait pas trop, on met le programme, on ne sait pas comment, par quel bout on commence ou pas. On oublie en fait que la notion de projet, c'est qu'il y a un début, il y a une fin, et il y a un certain nombre d'actions à mener, et il y a un rendre compte. Donc là, on est véritablement dans un fouillis un petit peu de présentation, mais encore une fois, par méconnaissance, il peut y avoir tout bêtement, ce qui fait tomber la plupart du temps les dossiers, c'est les pièces administratives clés manquantes. Un cabis, alors pas un cabis, pardon, des statuts, un RIB, un PV d'association, en tout cas toutes les pièces maîtresses juridiques qui permettent d'engager en tout cas les financements sur les associations, de prouver en fait l'existence et le suivi de l'association, un budget qui est mal présenté et donc cette mauvaise structuration, cette incompréhension entraîne un refus souvent unilatéral et parfois incompris parce que les bases n'y sont pas, tout simplement. Alors quel conseil ? Alors justement pour les associations qui nous regardent, qui souhaiteraient mobiliser un financement public, le premier réflexe, c'est quand on identifie un appel à projet ou qu'on vous dit mais n'hésitez pas, l'agglomération XYZ lance un appel à projet spécifiquement pour les associations, il faut l'analyser. L'analyser, c'est quoi ? C'est la première chose, c'est le lire attentivement en identifiant, puisque c'est souvent structuré, je vois que Iman prend des notes, souvent structuré. Elle est à l'école, De la même façon, on a d'abord des éléments de contexte. Pourquoi on lance cet appel à projet et quels sont les objectifs de ce financeur. Donc là, clairement, on sait tout de suite si on peut rentrer dans ces objectifs. Deuxièmement, on a les publics ciblés. À partir du moment où vous allez voir un appel à projet, je dis n'importe quoi, État ou région ou autre, vous voyez entreprise, institution, ça sert à rien de dire on fait un petit tour de touriste. On n'est pas éligible. Donc vous perdez du temps, de l'énergie. Ce sont des dossiers qui vont arriver et qui vont être rejetés tout de suite. Parce qu'on n'a pas pris le temps, on a vu subvention, on a vu appel à projet, mais on n'a pas vu si oui ou non on était dans la cible, le public cible de cet appel à projet. Les critères de sélection. Est-ce que il peut y avoir association de plus de 3 ans
ou association. Donc voilà, on arrive, on a créé l'association le mois dernier, super opportunité, boum, rejet. Voilà, alors que tout est écrit sur cet appel à projet et évidemment les dépenses éligibles. Là, on est sur un certain type de dépenses, location de salles pour tel ou tel événement. On n'est pas là pour financer du déplacement, par exemple. On va se dire, mais écoutez, on veut aller se connecter avec un lionnage avec une association de la Martinique ou de la Guyane, mais il faut se déplacer. Eh bien, dépenses pas identifiées comme éligibles. On présente le rapport avec ou la demande uniquement avec des dépenses de déplacement. Eh bien, on n'est pas éligible. Donc vraiment, le premier réflexe, c'est de lire attentivement. Et en général, c'est l'erreur fréquente qui est faite, une inadéquation entre le projet qu'on a en tête et l'appel à projet, le cadre de l'appel à projet. Et en fait, il ne faut pas que le projet soit aligné à moitié. Les financeurs, ça se voit. Et donc, ils le voient immédiatement et le mettent à côté. Donc, il faut véritablement faire cette dynamique quasiment scolaire, j'oserais dire, de lecture des appels à projet. Alors, quels sont les 4 piliers qu'il faut pour bien répondre à l'appel à projet? Et je demande de préciser quelque chose, parce que quelquefois, il y a des appels à projet, mais il y a des demandes de subventions aussi. Il y a une différence. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il faut commencer à se préparer, parce qu'avec la raréfaction des financements publics à l'échelle nationale, à l'échelle de l'ensemble des Outre-mer, il va y avoir une dynamique, et même au niveau de la Commission, donc il va y avoir une dynamique de compétition, tout simplement. Donc, il va falloir apprendre à maîtriser ces codes, encore une fois, des appels à projets, puisque les subventions, les demandes de subventions au fil de l'eau, même les demandes de subventions de fonctionnement, vont être cadrées dans des périodes. Donc, il y a un temps, effectivement, de préparation, et tu as tout à fait raison de le souligner. Il y a l'appel à projet en général, il y a une date de début, une date de fin pour ces délais de soumission, et c'est rentrer dans une dynamique en fait de préparation. Et les appels à projet aussi, ils durent 3 à 4 mois. Donc c'est aussi le temps préparatoire, on laisse le temps aux différents porteurs de se préparer. Donc 4 éléments essentiels justement. Alors déjà, ce temps dans l'appel à projet, et pourquoi? Mais pour définir clairement, poser le projet. Donc il faut véritablement, et j'oserais dire aussi que dans le milieu associatif, donc on a souvent, pour avoir été à tous les postes associatifs, on a un peu un noyau moteur, et donc pour pouvoir rédiger un projet fédérateur, il faut aussi associer les membres. Certes, les membres, on va dire, moteurs, mais la base la plus large possible, puisqu'après on aura besoin de mains pour la mise en œuvre de ces actions. Donc un projet clair, utile, qui soient en cohérence avec telle ou telle activité. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Des objectifs dès le début, c'est-à-dire qu'on a une idée de telle ou telle organisation de manifestation. Il faut qu'on puisse déjà identifier mais quel objectif on poursuit. Si en général, les objectifs visés par l'appel à projet sont clairs, mais il faut que l'association et son projet s'inscrivent dans sa dynamique, dans son secteur d'activité, au travers de cet objectif. Le budget, alors là, c'est clair que remplir le fameux CFA, je pense qu'on va faire peut-être une émission spécifique sur le remplissage du CFA. Le fameux CFA, en effet, je peux comprendre, c'est un peu retors, mais c'est un passage obligé. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une grosse dynamique au niveau des agglomérations, notamment, qui sont vraiment pourvoyeuses des financements aux associations, une dynamique d'accompagnement à la montée en compétences pour expliquer de manière très scolaire, enfin très basique, comment on remplit ce fameux CFA et avoir un budget tout simplement à l'équilibre. Voilà, c'est la base. Et un impact, c'est-à-dire que en quoi cette manifestation a un impact, ou le projet visé, ou l'accompagnement de tel ou tel public en termes de prévention, décrochage scolaire ou autre, etc. Ben, combien il faut pouvoir mesurer, puisqu'encore une fois, on est sur du financement public, c'est de l'argent gratuit qui a un coût, encore une fois, celui de l'organisation et de l'analyse d'impact, puisque ce sont des politiques publiques, et quand on octroie des financements, ben, les bailleurs financiers publics ont besoin d'évaluer l'impact de telle ou telle politique et de corriger le tir. Peut-être que c'était pas forcément l'appel à projet ou telle thématique qu'il fallait développer. Donc vraiment, il faut que le projet de l'association soit vraiment lisible, parce que ce qu'il faut bien retenir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est qu'un dossier... Et quand on a confiance, eh bien, très naturellement, on est financé. Voilà, tout simplement. Donc, à partir du moment où on est vraiment dans cette dynamique de bon montage, encore une fois, on a toutes les chances d'intéresser et de sortir un petit peu son épingle du jeu. Alors, des exemples concrets. Alors, très concrètement, on va prendre 3 exemples assez parlants. Tout d'abord, une association culturelle de carnaval, et on y est, voilà. Il faut savoir que, en termes de bonne gestion,
voilà, je parle aux associations carnavalesques notamment, on est à 1 an de préparation. C'est-à-dire que dès qu'on sort, il y en a de plus en plus qui sont dans cette structuration. Dès que l'événement, donc la période carnavalesque, et surtout qu'en général, ce sont des associations qui sont aussi des mouvements culturels, qui ont un certain nombre d'événements tout au long de l'année, donc ils sont déjà dans cette dynamique de préparation. Et donc cette dynamique en fait d'action doit aussi se transférer dans une dynamique de préparation administrative et de projection, de construction de projets pour lever ces différents financements. Donc une association qui organise tel ou tel événement en lien avec le carnaval, si elle se contente de présenter un programme d'activité sans véritablement mesurer l'impact de ce programme ou des actions ou des publics qu'elle va en fait toucher, mais le projet va rester fragile et on est encore une fois dans une dynamique d'évaluation, tandis que si elle démontre par exemple l'impact en termes d'attractivité sur le territoire, en quoi cet événement va faire que on va venir dans telle ou telle commune parce qu'il y a cet événement porté autour du carnaval, de valorisation des retombées économiques. Est-ce que les vendeuses, on a parlé de bokit tout à l'heure, vendeurs de bokit, de snowball, etc. Est-ce que du coup on est aussi sur une dynamisation ponctuelle d'un tissu spécifique qui se retrouve en fait autour de cet événement. Et là, du coup, tout simplement, le projet change de dimension. Un deuxième exemple, par exemple, on est sur une association sportive. Alors, c'est un sport que j'ai découvert ce week-end, un petit clin d'œil, au netball. Alors, je ne sais pas si vous savez, le netball, c'est un mélange entre le basketball et le handball. Franchement, oui, ça existe, c'est en train de se développer. Je vous encourage. C'est des jeunes associations qui sont en train de déployer ce sport-là. Je leur fais un clin d'œil parce que c'est vraiment formidable. Cette association, par exemple, qui va lancer cette dynamique de compétition sportive autour de la vulgarisation de ce sport, eh bien, en fait, ce qui va être évalué, ça va être sa capacité, par exemple, à contribuer à l'insertion des jeunes, par exemple, à être un outil de cohésion sociale, de prévention, pourquoi pas aussi de prévention du décrochage scolaire. Donc, voilà, vous voyez un petit peu comment on raccorde, en fait, une activité, une thématique associative avec un impact de ce financement. En quoi ce financement va me permettre d'avoir un impact sur la société. Et un troisième cas, l'exemple assez connu d'associations environnementales qui mènent des actions de dépollution, de collecte des déchets sur la plage, par exemple. Voilà, c'est extrêmement impactant. Donc, voilà. Sauf que le projet doit aller un peu plus loin. Une fois qu'on a fait cette collecte ponctuelle, cette action un peu coup de main, comment ne pas se retrouver à refaire sans cesse si on n'est pas dans une dynamique de sensibilisation, de prévention. En quoi en fait, on va pouvoir mesurer cet impact. Combien de temps ce site va rester propre? Est-ce qu'on aura fait de la mobilisation, de la sensibilisation des usagers? Donc, ce qui change véritablement dans la présentation du projet, c'est pas les idées. Les idées, elles sont toutes bonnes, puisqu'il y a foison en termes d'idées, mais c'est la façon de présenter le projet, de le structurer en vue de ce financement public. Alors, quels sont les réflexes essentiels à respecter pour pouvoir y arriver? Alors, j'oserais dire, j'aime bien le chiffre 3, la trinité. 3 réflexes, c'est facile à retenir en plus. Donc, premièrement, ce qu'on a vu un petit peu en début de chronique, un alignement total avec l'appel à projet qui est ciblé, tout à fait. Avoir un dossier clair, argumenté et surtout chiffré. Voilà, on a beaucoup, souvent tendance, je reçois beaucoup de porteurs de projets avec de très jolis projets. C'est la première question. Alors, c'est vrai que c'est pas des formations en termes de financement, mais je demande, mais combien? Parce que l'objectif aussi, c'est surtout de pouvoir mesurer en termes d'impact budgétaire qu'aura eu ce projet et anticiper dès le départ. C'est comme pour les financements européens, on est sur la première brique qui fait que quand on a réussi une réponse à un appel à projet, à lever ses premiers financements, en fait, on va juste grossir les budgets et arriver très naturellement à avoir en fait des structures formées pour mobiliser, par exemple, des financements européens, par exemple. Donc vraiment, ces trois réflexes clés. Et donc, comme j'aime à le répéter et à le rabâcher, c'est la rigueur qui est la clé. Cette fameuse orthodoxie que je présente depuis le début de la saison, puisqu'à partir du moment où on prend le temps de bien rédiger, de bien identifier d'où on part, on sait où on va, et sans problème. Encore une fois, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de structuration. L'argent, il est disponible. Maintenant, c'est les bons projets bien présentés, bien structurés qui manquent. La question, est-ce que les membres des associations ont cette méthodologie?
Alors, le propre de l'association, c'est surtout un regroupement d'amis, familial, et donc il peut y avoir de temps en temps des compétences qui sont trésorier, comptable, budget, etc., entrepreneur, qui font que, mais parfois non. Donc encore une fois, c'est vraiment cette dynamique qui est en train d'être mise en place au niveau des collectivités, nous aussi, au niveau du centre de formation AgroDeal Skills for Business, on met en place, on l'a fait notamment en partenariat, par exemple, de monter en compétences avec la Fédération du tourisme de proximité, je salue Olivier Ramoutard, petit clin d'œil. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'accompagnement aussi à ces membres d'associations, membres dirigeants ou bénévoles, en tout cas en charge du pilotage des projets, soit bénévolement ou soit en tant que salariés pour les associations qui se structurent, de pouvoir aider, accompagner. On appuie aussi, on répond aussi à des accompagnements, des demandes d'accompagnement de collectivités pour former les associations de leur tissu à cette méthodologie, puisque il faut intégrer aujourd'hui que la dynamique, l'association et de toute façon doit avoir cette dynamique entrepreneuriale, et on fait effectivement cet accompagnement, on peut proposer là-dessus. contact@agrodeal.fr qui va s'afficher, et donc on peut accompagner soit directement les associations, mais aussi les collectivités bailleuses, donc bailleurs de fonds, pour accompagner la montée en compétences, puisque, encore une fois, c'est des fonds publics, c'est des politiques publiques, et elles sont aussi évaluées sur la capacité de leur territoire à absorber ces financements. Avant de nous quitter, quand même, 2 petits mots sur ton actu. Oui, petite actu. Alors, toujours le livre que j'ai sorti le mois dernier, Lettre à Gabriel, Lettre à mon fils, mais plus largement à la jeunesse de nos territoires, dans une dynamique vraiment de transmission, d'engagement, et de comprendre l'importance aussi pour les jeunes générations de s'emparer de cette dimension économique de nos territoires, et de faire des territoires plus inclusifs et plus durables. Alors, l'actualité, c'est qu'on est en train de sortir la version anglaise. Oui, voilà. Je suis tout d'abord caribéenne. Let's for Gabriel. Voilà. Alors, j'ai pas l'accent, c'est mon accent, il est un petit peu créolophone, francophone, voilà. C'est pas grave. Voilà. La voix off, la voix audio, c'est pas moi, mais ce sera toujours en partenariat avec Manix Artiteka et Une Voix, Une Histoire. Donc, j'ai fait la voix francophone. La voix anglophone sera aussi disponible en audio, et donc sur toutes les plateformes en print et en e-book et en audio. Donc ça va être aussi le voyage de Lettre à Gabriel, on l'espère le plus largement possible. Et la prochaine chronique? La prochaine chronique, là, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet encore. On va encore déployer sur budget, narratif et impact. Les 3 erreurs qui font échouer un dossier de financement. Quel que soit, associatif ou... Tout porteur. Tout porteur. Bien, voilà. C'est noté. Merci en tout cas pour cet éclairage. Merci beaucoup. Si vous avez raté, vous avez la possibilité d'avoir le replay, et je vous conseille d'écouter, de suivre un petit peu les conseils donnés par Claudie chaque fois qu'elle vient ici, y compris pour les associations, mais aussi pour les entreprises. Oui, pour les entreprises, la TPE et les institutions, les collectivités aussi. AgroDeal. Tu peux nous remettre la fiche AgroDeal avant de Claudie, qu'on voit un peu si on veut prendre contact avec elle. Oui. Non? Oui, voilà. Voilà, tout est dit. Alors, donc je le dis oralement, contact@agrodeal.fr. Bien. On a le temps de faire un dernier sujet, Daniel? Oui? Vas-y. On va aller parler de jeunes et de sapeurs-pompiers. Un recrutement a été organisé pour les jeunes qui souhaitent devenir sapeurs-pompiers. C'est une initiative qui vise à renforcer les effectifs, mais aussi susciter des vocations. 30 jeunes ont pu être sélectionnés autour des valeurs d'engagement, solidarité et de service. On voit un reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous nous trouvons au test de présélection de jeunes sapeurs-pompiers au titre de l'année 2026. Donc, c'est un test qui permet de sélectionner 30 jeunes, 15 répartis sur la Grande Terre et 15 répartis sur la Basse Terre. Et ils seront sélectionnés afin d'entamer un cursus de formation qui se déroule sur 4 années. Et au bout de ces 4 années, ils auront un diplôme qui s'appelle le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. Ce diplôme, bien entendu, sous condition d'aptitude médicale, leur donne accès à être pompiers volontaires, sapeurs-pompiers volontaires, ou bien ils peuvent candidater pour passer le concours de pompiers professionnels. Aujourd'hui, nous faisons de l'écrit, maths français niveau 6e, 5e, avec des conversions et des accords pour le français, et un oral.
Dans l'oral, le jeune doit se présenter, doit nous dire pourquoi il veut devenir JSP en fonction de sa motivation réelle et de ses connaissances. C'est un concours. Hein. Les critères de notation, c'est tout simple et tout bête. Déjà la politesse, puisque vu qu'on est hiérarchisé, si on n'est pas capable de dire bonjour et de s'adresser aux gens correctement, on ne sera pas capable demain ou après-demain de dire oui, on fait ça quand un chef nous donne un ordre. Donc il y a la politesse, il y a la façon de s'habiller pour un oral. Pour nous, il est important que le jeune sache que on ne va pas à la messe comme on va à la plage et on ne va pas à un oral comme on va faire des courses avec maman. Je veux faire jeune sapeur-pompier parce que le métier de jeune sapeur-pompier m'intéresse beaucoup. C'est un très beau métier. Ça consiste à aider les autres, sauver les autres. On incite nos jeunes à ne pas hésiter à s'inscrire à cette formation, tout en sachant que sur la centaine de candidats, on ne sélectionne que les 30 premiers, les 30 meilleurs. Et on dira, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés, il faut savoir qu'au 10 de la Guadeloupe, ils ont la possibilité d'être sapeurs-pompiers volontaires à partir de 16 ans. Voilà, bien, je crois qu'on va clôturer le zèle aujourd'hui. On a reçu en début Harry Cancel, le metteur en scène de ce nouveau concept qu'on appelle Théâtre à Bulle. Il va nous présenter jeudi à la Wawak. Ce sera pas une avant-première, mais enfin une mise en bouche, comme il dit, de la pièce qu'il a édité, transmise, adapté avec une bande dessinée qui s'appelait Ataougul, et il en a fait Divinier en bon esclave. On va voir ça. Et puis ce sera surtout au MAC le 23. On a reçu aussi Pamela Ambertan. Pourquoi? Parce que Pamela, c'est une spécialiste de l'autonomie alimentaire, de la réflexion sur la situation de nos pays au niveau de l'agriculture, au niveau de, j'ai envie de dire tout bêtement, de la bouffe, puisque nous sommes dans une situation compliquée au niveau géopolitique international. Et visiblement, ça aura des répercussions sur la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que 82% de ce que nous consommons vient de l'extérieur, de l'étranger. Et donc, si pas ni bateau, nous pris. Donc, et nos forces politiques n'ont pas encore réellement pris conscience de ça, puisque aujourd'hui, pour nourrir la Guadeloupe, il faudrait 100 000 hectares de terre. On a combien? À peine 43. 31. 51, c'est la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a une misère derrière pour manier. Avec Elodie Douce et Tido, on a parlé d'une manifestation de Boconi, c'est une nouvelle association qui, on va dire, qui s'inspire de la tradition ancestrale. Et donc ils font une manifestation le 26 à Goyave. Il y aura du tambour, il y aura du braille manger aussi, mais il y aura aussi beaucoup de tradis thérapeutiques, puisque Taïdo, c'est sa spécialité. Camille Jeanne Hounton, peut-être porte-parole de l'Union des femmes guadeloupéennes, est venue nous parler de cette manifestation qui se fera pour commémorer la naissance de Gertie Archimède, qui est morte il y a 46 ans, si je ne me trompe pas. Il y aura la projection du film Gertie et Angela Davis, mais pas que. Il y aura une déambulation à Basse-Terre et aussi une manifestation à Morne-à-l'Eau sur la place Gertie Archimède, puisque Gertie, ça a été la première avocate noire, la première députée guadeloupéenne, maire de Basse-Terre, et c'est une femme qui a marqué son pays et sa commune aussi, puisqu'elle est d'origine de Morne-à-l'Eau, comme Claudie. Voilà. Mais oui, Morne-à-l'Eau. Bah oui. Mais oui, Morne-à-l'eau. Il n'y a pas que Sainte-Anne. Ah bon? Il y a Morne-à-l'eau aussi. Nous, et Claudie est venue expliquer aux associations que faire pour pouvoir arriver à obtenir une subvention ou un financement pour un appel à projet. Elle a bien expliqué ça. Si vous avez raté, revenez sur le podcast. Et puis l'actualité, c'était toi. L'actualité, on a parlé des métiers d'art qui étaient à l'honneur ce week-end avec l'événement Parure de fibres. C'était l'occasion de mettre en lumière la fibre végétale, de la récolte à la création artistique. On a aussi parlé de la sensibilisation au cancer du côlon avec le Mars Bleu, clap de fin autour des différentes actions menées, marches, réunions, défis connectés. On a parlé des sapeurs-pompiers, donc la jeunesse qui s'engage. Donc 30 jeunes vont être sélectionnés pour avoir 4 ans de formation et renouveler notre
notre jeunesse en matière de pompiers. Voilà. On Voilà. va parler de transmission transgénérationnelle avec un débat qui a eu lieu à DE, mais ce sera ce soir. Bien. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il ne va pas dire ciel demain. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, c'est comme l'igname, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est du canal 10. Voilà, à jeudi donc. Si l'émission est maintenant, on ne sait jamais. Bon, ciao, bye bye.